La nuit s'épaississait à la morgue centrale d'Abidjan. L'air froid des réfrigérateurs vibrait doucement, interrompu seulement par le tic-tac d'une vieille horloge murale. Justin et Camille, les deux gardiens, avançaient d'un pas lourd vers le frigo numéro 12 table 3, là où reposait le corps de Bibiche. Leurs yeux rougis par la fumée du chanvre reflétaient une excitation trouble. Justin, nerveux mais déterminé, souffla. « Camille, regarde! Cette femme n'est pas comme les autres. Elle est encore belle, même dans la mort. » Camille hésita, posant sa main sur la porte métallique. Un frisson parcourut son échine. L'instinct lui disait de ne pas aller plus loin, mais l'ivresse morbide l'entraînait. Dans le silence glacé, il ouvrit lentement la porte. Là, sous la lumière blafarde, Bibiche reposait. Sa peau sombre paraissait intacte, presque lumineuse malgré la mort. Ses lèvres semblaient prêtes à prononcer un mot. Ses yeux clos gardaient une beauté énigmatique. Les deux hommes se figèrent, hypnotisés. « On dirait qu'elle dort !» murmura Camille troublée. Ils bloquèrent la grande porte du couloir menant vers la salle de la morgue. « Écoute, Camille, la dame ici est fraîche, » disait Justin. « Moi, je n'utilise pas ces plastiques, ces préservatifs. De toute façon, cela ne vient que de la colonisation des Blancs. Après avoir colonisé nos ancêtres, ils veulent maintenant nous coloniser avec ça. Moi, je n'utilise pas de préservatifs. »« Moi de même, » répondit Camille. « On dirait qu'elle ne vivait pas ici à Abidjan. On dirait qu'elle revient d'Europe, selon les informations que j'ai lues sur le cahier de rapport. » Dans le silence oppressant de la morgue, Justin et Camille s'approchèrent du corps de Bibiche avec une familiarité troublante. Habitués depuis des années à côtoyer la mort, ils s'autorisèrent des gestes déplacés, comme si la dignité d'une défunte n'avait aucune valeur. Leur routine morbide leur donnait l'impression que rien n'était grave, qu'ils pouvaient tout faire dans cet endroit sans témoin. Au petit matin, ils quittèrent les lieux, indifférents et froids, comme si la nuit passée n'avait été qu'un simple service accompli. Aucun remords, aucun signe d'humanité ne se lisait sur leur visage. Ils portaient en eux l'ombre d'une habitude monstrueuse, celle de traiter les cadavres comme des vivants, et non comme des vies perdues. 2 jours après la mort de la belle Bibiche, son époux Simon arriva discrètement à Abidjan, sans prévenir personne. Au lieu de se rendre d'abord chez la famille Senga, il choisit de passer voir son oncle Mamadou, un marabout réputé de Cocody, connu dans tout le quartier pour ses guérisons traditionnelles et ses miracles. Lorsqu'il le vit, l'oncle l'accueillit chaleureusement. « Mon fils, sois le bienvenu chez nous, dans la parcelle familiale. » Assis dans la petite cour parfumée d'encens, Simon raconta tout à son oncle. Les querelles autour de la parcelle familiale de Bibiche, les tensions avec ses frères, les soupçons grandissants autour de la mort soudaine de son épouse. Sa voix tremblait de douleur, mais aussi de colère. Pour lui, il ne faisait aucun doute que la famille Senga savait ce qui s'était réellement passé. Chaque mot qu'il prononçait était chargé du poids de son deuil et de sa soif de vérité. L'oncle Mamadou écouta attentivement, le regard sombre et concentré. Après un long silence, il se leva lentement, saisit une petite feuille d'arbre qu'il avait conservée dans une calebasse et la tendit à Simon. « Mon fils, sache que le karma existe. Rien ne reste caché pour toujours. Cette feuille n'est pas ordinaire. Elle te guidera vers la vérité. » L'oncle Mamadou prit un air grave et approcha Simon.
Sa voix, basse et mystérieuse, résonnait comme une incantation. « Tu prendras cette feuille avec la photo de Bibiche et tu les placeras ensemble. Le jour de l'enterrement, fais tout pour mettre ce talisman dans le cercueil de ta femme sans que personne ne te voie. » Puis il ajouta le regard brûlant. « Quand tu l'auras posé, parle à voix basse et dis clairement ce que tu veux voir arriver à tous ceux qui ont fait du mal à ta femme. Je dis bien à tous, sans exception. Ce que tu prononceras devant son corps sera entendu dans le monde invisible. » Enfin, il posa une main ferme sur l'épaule de Simon. « Reviens ensuite ici, avant de reprendre ton avion pour la France. Je te dirai quoi faire pour sceller ce que tu auras déclenché. Sache-le, mon fils, le mal qu'ils ont semé trouvera sa propre fin. » Après avoir quitté la maison de son oncle Mamadou, Simon se dirigea directement vers la parcelle familiale des Sanga. Il y trouva plusieurs membres de la famille réunis, encore plongés dans le deuil. Certains le saluèrent avec des regards lourds, d'autres détournèrent les yeux, gênés par sa présence. Simon, le cœur rempli de colère et de tristesse, demanda aussitôt à voir Koulibaly et Étienne. Face à eux, il ne mâcha pas ses mots. « Expliquez-moi, pourquoi ma femme est-elle morte si soudainement? Que s'est-il réellement passé ?» Les deux frères se lancèrent un regard rapide, puis Koulibaly prit la parole d'un ton froid. « Ton épouse a eu une crise. Nous n'avons rien pu faire, Simon. La mort ne prévient pas. » Étienne renchérit, jouant la comédie de la fatalité. « Nous aurions voulu la sauver, mais face à la mort, nous sommes impuissants. » Leur discours semblait préparé, comme une vérité imposée. Simon resta silencieux quelques secondes, scrutant leur visage. Mais au fond de lui, son intuition criait que quelque chose clochait. Il décida de ne pas insister, préférant attendre le moment opportun. Ensemble, les membres de la famille organisèrent une nouvelle réunion pour continuer les préparatifs des funérailles, mais Simon se sentait étranger à cette ambiance. Derrière les chants et les pleurs, il percevait des regards lourds, des silences suspects. Le lendemain matin, déterminé à ne pas se contenter de demi-vérités, Simon se rendit à l'hôpital où sa femme avait été transportée. Sans hésiter, il paya une importante somme d'argent pour qu'une autopsie soit pratiquée dans les plus brefs délais. Son esprit était clair. Seule la science, cette fois-ci, pouvait confirmer ou infirmer ses soupçons. 24 heures plus tard, les résultats tombèrent. Le médecin, le visage grave, remit le rapport à Simon et prononça les mots qui résonnèrent comme un coup de tonnerre. « Monsieur, votre épouse n'est pas morte d'une crise naturelle. La belle Bibiche a été empoisonnée. » Le monde de Simon s'écroula une seconde fois. Sa douleur se transforma en une colère ardente. Sans dire un mot à personne, Simon quitta l'hôpital et, le cœur lourd, composa aussitôt le numéro de son oncle Mamadou. La voix tremblante, il lui raconta toute l'histoire, les résultats de l'autopsie, la confirmation que sa femme avait bien été empoisonnée. À l'autre bout du fil, l'oncle resta silencieux un long moment, puis répondit d'une voix grave. « Mon fils, ne fais rien, ne dis rien. Le temps de Dieu et celui des ancêtres révéleront tout. Contente-toi seulement de faire le rituel que je t'ai confié. » Le jour de l'enterrement, une foule immense s'était réunie pour accompagner la belle Bibiche à sa dernière demeure. Simon, vêtu de noir, portait dans ses bras une grande gerbe de fleurs blanches. Son visage restait impassible, mais dans ses yeux brûlait une douleur silencieuse. Dans sa poche intérieure, il sentait la petite photo de sa femme
et la feuille mystique donnée par Mamadou. Il savait que l'instant décisif approchait. Lorsque le cercueil fut descendu dans la tombe, Simon s'avança. Tous pensaient qu'il voulait simplement rendre un dernier hommage avec ses fleurs. Il déposa la gerbe, mais dans un geste discret, il glissa également la photo et la feuille mystique au fond de la tombe. Ses mains tremblaient légèrement, mais il continua son geste sans être vu de personne. La terre commençait déjà à recouvrir le cercueil, scellant à jamais ce qu'il venait d'accomplir. Dans le secret de son cœur, Simon ferma les yeux et implora en silence. « Ô Seigneur juste, que le mal soit rendu à tous ceux qui ont touché au corps ou à l'âme de ma femme, que la vérité éclate et que justice se fasse. » Ces paroles résonnaient dans son esprit comme une prière, mais aussi comme une malédiction. En cet instant précis, il liait son amour pour Bibiche à la promesse d'une vengeance spirituelle. Lorsque le dernier chant s'éleva et que la foule quitta peu à peu le cimetière, Simon resta un instant immobile, le regard fixé sur la tombe fraîchement refermée. Il sentit un souffle étrange caresser sa nuque, comme si une force invisible l'avait entendu. Au fond de lui, il comprit que rien ne serait plus jamais pareil. Après l'enterrement, Simon retourna directement dans la parcelle familiale des Senga. Il convoqua quelques membres proches de la famille, Koulibaly, Étienne, la tante Eunice, ainsi que certains cousins. Assis au milieu de la cour, son visage grave reflétait à la fois la fatigue du deuil et la détermination d'un homme qui savait déjà ce qu'il voulait dire. Avec une voix posée mais ferme, Simon annonça qu'il devait repartir le lendemain pour Paris. Il expliqua qu'il reviendrait plus tard avec certains effets personnels de Bibiche, ses vêtements, ses bijoux et quelques économies qu'ils avaient mis de côté. Ces biens, dit-il, appartenaient désormais à la mémoire de sa femme et devaient être partagés avec sa famille. Tous l'écoutaient en silence, certains baissant la tête, d'autres échangeant des regards discrets. Sans s'attarder dans de longues discussions, Simon remit discrètement une enveloppe à la tante Eunice. Elle contenait une petite somme d'argent, geste de reconnaissance pour celle qui avait été une voie d'apaisement durant toutes les querelles. Eunice, les yeux embués de larmes, accepta humblement, lui promettant de rester toujours du côté de la vérité. Koulibaly et Étienne, eux, restaient en retrait, observant la scène avec un mélange de méfiance et d'impatience. La réunion prit fin dans un silence tendu. Simon ne chercha pas à prolonger les échanges, ni à provoquer un conflit. Dès la tombée de la nuit, il quitta la parcelle familiale et se rendit directement chez son oncle Mamadou. Là, il savait qu'une nouvelle étape l'attendait, car le rituel qu'il avait accompli au cimetière devait désormais être scellé par des instructions précises du marabout. « Écoute, mon fils, » dit l'oncle Mamadou d'une voix grave après l'enterrement. « Je suis resté longtemps auprès de la tombe de ta femme et j'y ai fait mes petites prières. J'ai senti quelque chose de puissant se réveiller. » Il posa sa main sur l'épaule de Simon, le regard intense. « Aujourd'hui, à minuit, tu devras sortir de la maison. Va dans la toilette extérieure, là où personne ne t'observera. Déshabille-toi complètement, mais garde la pudeur dans ton cœur. Ce geste est pour le monde invisible, pas pour les hommes. » Mamadou sortit alors un petit parchemin et le tendit à Simon. « Lis ceci 7 fois, d'une voix claire et entière. Concentre-toi sur chaque mot, pense à Bibiche et laisse la prière descendre jusqu'au fond de ton être. Quand tu auras fini,
Retourne te coucher et dors normalement. Ne crains rien. Tu ne verras rien d'extraordinaire, mais les choses auront déjà commencé à se mettre en marche. Ne me cherche pas après cela, ajouta le vieux marabout. Je ne serai pas là pour t'accompagner. Prends simplement ton taxi le lendemain, va à l'aéroport et rentre chez toi à Paris. Reste loin, tout ce qui doit arriver se déroulera ici et tu seras informé des conséquences. Simon, bouleversé mais résolu, acquiesça sans protester. Dans le silence de la nuit, il sentit la lourdeur du choix qu'il venait d'accepter. À minuit passé, Simon avait déjà accompli l'incantation prescrite par son oncle Mamadou, puis pris l'avion pour Paris au petit matin. Quelques jours plus tard, dans la parcelle familiale des Senga, l'ambiance changea. Étienne, sûr de lui, souffla à son frère. « Écoute, Koulibaly, maintenant que tout le monde est parti, il est temps d'ouvrir la chambre de papa pour récupérer les documents de la parcelle. Nous allons la mettre en vente. » Les deux frères, impatients, se rendirent chez leur tante Eunice pour l'impliquer dans leur projet. Koulibaly parla d'un ton pressant. « Tante, nous devons vendre cette parcelle. C'est ce que papa aurait voulu. J'ose croire que les documents sont dans la maison. » Mais Eunice les regarda droit dans les yeux, son visage marqué par l'indignation. Sa voix claqua sèchement. « Vous n'avez pas honte, vous deux? Sachez que les documents de la parcelle ne se trouvent pas ici. Avant de mourir, votre père a confié tous ces papiers à son avocat, Monsieur Lambert. Si vous voulez mettre la main sur ces titres, c'est là-bas que vous devrez aller. » La tante Eunice n'avait même pas fini sa phrase que Koulibaly et Étienne avaient déjà démarré leur voiture. L'impatience les dévorait. En route vers le cabinet de maître Lambert, ils se mirent à discuter fiévreusement des prix possibles de la parcelle. Chacun proposait une estimation plus élevée que l'autre, imaginant déjà comment ils dépenseraient son argent. Leur avidité éclipsait totalement le deuil récent de leur sœur. Arrivés devant le bureau du vieil avocat, ils descendirent précipitamment du véhicule. Le cabinet de maître Lambert, installé dans un vieux bâtiment de cocody, avait gardé son allure solennelle avec ses bibliothèques en bois sombre et son parfum d'archives. Après avoir attendu quelques minutes, les deux frères furent reçus dans son bureau. Sans détour, Koulibaly déclara « Nous sommes les héritiers de Jean Sanga. Nous voulons que vous nous aidiez à vendre la parcelle familiale. » Maître Lambert les observa avec attention, puis répondit calmement « Oui, la vente sera possible. Mais avant toute chose, il faut lire le testament. Et sachez que ce testament ne peut être ouvert qu'en présence de tous les héritiers, y compris votre sœur Bibiche. » À ces mots, un silence pesant envahit la pièce. Étienne baissa les yeux, tandis que Koulibaly prit une grande inspiration, avant de répondre. « Maître, Bibiche n'est plus là. Elle a fait une crise. Cela fait déjà 1 semaine qu'elle a été enterrée. » Le vieil avocat écarquilla les yeux, abasourdi. « Quoi? Bibiche est morte ?» Sa voix tremblait d'étonnement et de colère. « Mais comment est-ce possible? Personne ne m'a informé. » Les deux frères, mal à l'aise, répétèrent leur version. Une mort soudaine, une crise, un drame inévitable. Mais Lambert secoua la tête, visiblement troublé. Finalement, il reprit d'un ton ferme. « Écoutez-moi bien. Lorsque le mari de Bibiche, Monsieur Simon, sera de retour, appelez-moi. C'est en sa présence que j'ouvrirai le testament, et pas autrement. Je refuse toute démarche avant cela. » En les congédiant,
Il restait profondément choqué par cette disparition dramatique, mais aussi intrigué par l'empressement suspect des deux frères. Lorsque Coulibaly et Étienne quittèrent précipitamment son bureau, Maître Lambert resta assis un long moment dans son fauteuil en cuir, le regard perdu sur les dossiers éparpillés devant lui. La nouvelle de la mort de Bibiche l'avait profondément bouleversé. Il connaissait la jeune femme depuis longtemps, car c'était elle qui réglait la plupart des affaires administratives de son père avant son départ en Europe. Elle était droite, sérieuse, et jamais il n'aurait imaginé qu'elle meure si brutalement. Il se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau, observant les rues animées de Cocody. Dans son cœur, une certitude s'imposait. Il ne pouvait pas laisser cette affaire suivre son cours normal. Le testament qu'il détenait contenait des révélations précieuses, des décisions que Jean Sangha avait soigneusement préparées avant sa mort. Bibiche y avait une place importante, et son décès soudain changeait tout. Déterminé, Lambert referma le dossier et s'assit à son bureau. Sa main tremblante saisit son téléphone. « Je dois contacter Simon », murmura-t-il. Lui seul doit savoir ce que son épouse représentait dans ce testament. Et peut-être qu'ainsi, la vérité finira par éclater. Tard dans la soirée, alors que son bureau était plongé dans une demi-obscurité, Maître Lambert composa le numéro international de Simon. Le téléphone sonna longuement avant qu'une voix fatiguée, empreinte de tristesse, ne réponde. « Allô ? Ici Simon. » Son ton brisé montrait qu'il n'avait pas encore repris le dessus après la perte de Bibiche. « Monsieur Simon, c'est Maître Lambert, l'avocat de la famille Sangha, » dit le vieil homme d'une voix grave. Un silence pesa quelques secondes de l'autre côté de la ligne. Simon répondit avec étonnement. « Maître Lambert ? Mais pourquoi m'appelez-vous » L'avocat inspira profondément avant de parler. « Je viens d'apprendre la mort de votre épouse. Et permettez-moi d'abord de vous présenter mes sincères condoléances. Mais je dois vous dire une chose importante. Avant sa mort, votre beau-père m'avait confié un testament. Ce document ne peut être ouvert qu'en présence de tous les héritiers, et vous y êtes mentionné directement. » Simon resta figé, le souffle court. Maître Lambert poursuivit d'un ton ferme. « Vos beaux-frères, Coulibaly et Étienne, sont venus aujourd'hui pour me demander de vendre la parcelle familiale. Mais sachez-le, sans la lecture du testament en votre présence, aucune vente ne sera possible. Je vous conseille vivement de revenir à Abidjan dès que vous le pourrez. Votre épouse n'a pas seulement laissé des souvenirs, elle a laissé des droits et une vérité que personne ne pourra vous voler. » Simon, les yeux embués de larmes, répondit d'une voix tremblante mais déterminée. « Merci, maître. Merci de m'avoir dit la vérité. Je reviendrai. Et cette fois, je ne laisserai personne salir la mémoire de Bibiche. » Ce même dimanche matin, à l'autre bout de la ville d'Abidjan, Justin et Camille se préparaient à retourner travailler à la morgue. Assis à un kiosque près de l'hôpital, ils prenaient leur petit déjeuner avant de commencer leur service. Justin lança à son ami « Écoute, Camille, tu ne prends pas de café ? Nous devons entrer bientôt. » Alors qu'ils mangeaient, un phénomène étrange survint. Camille sentit soudain une voix froide murmurer directement dans son oreille. « Tu mourras. Puisque tu as goûté à la voix de la mort, tu recevras la mort. » Bouleversé, il se leva brusquement et demanda aux clients assis à côté de lui s'ils avaient entendu ces paroles terribles. Tous le regardèrent avec étonnement. Personne n'avait rien perçu.
sauf Justin, qui avoua avoir entendu la même voix. Plus il posait de questions, plus la voix se faisait insistante, répétant les mêmes menaces, comme un écho invisible. Leur repas en fut interrompu. Leurs mains tremblaient, leurs yeux fixaient le vide, incapables de comprendre ce qui leur arrivait. C'est alors que passe le pasteur aumônier de l'hôpital, un homme respecté pour sa vie spirituelle exemplaire. Il venait simplement prendre son petit déjeuner, mais Justin et Camille, en larmes, se précipitèrent vers lui. Tremblants, ils implorèrent en aide. La voix leur ordonnait désormais d'avouer la vérité, de confesser la profanation qu'ils avaient commise sur le corps des défunts dans la morgue. Ne sachant plus que faire, l'aumônier Arthur décida d'agir immédiatement. Avec quelques fidèles présents qui accompagnent l'aumônier, il fit monter Justin et Camille dans un taxi pour les emmener à l'église. Là, dans le silence lourd de la maison de prière, les deux morguiers éclatèrent en sanglots et confessèrent tout ce qu'ils avaient fait. Plus ils parlaient, plus les paroles semblaient sortir d'elles-mêmes, comme si une force invisible les poussait à vider leur conscience. Devant une telle horreur, l'aumônier Arthur comprit qu'il ne pouvait se contenter d'une simple prière. Le lendemain, il se rendit à l'hôpital afin d'obtenir des copies des rapports concernant les décès des 2 derniers mois. Avec l'aide du service mortuaire, il dressa une liste. 20 jeunes femmes, dont les corps avaient été profanés. Ce chiffre glaça le sang de l'aumônier et des frères de l'Église. Mais il prit la résolution de confronter les familles afin que Justin et Camille puissent demander pardon en face de ceux qu'ils avaient blessés. La première maison visitée était vide. La famille l'avait déménagée 1 semaine plus tôt. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la 2e adresse, ils reconnurent le nom inscrit. C'était la maison de Bibiche. En entrant, ils trouvèrent tante Eunice assise dans la cour, entourée de quelques membres de la famille restés à ses côtés. Leurs visages marqués par le deuil se levèrent en silence, surpris de voir arriver le pasteur accompagné des 2 morguiers. Une tension glaciale s'installa aussitôt dans l'air. Dès qu'ils se retrouvèrent massés à tante Eunice et aux proches de Bibiche, les 2 morguiers perdirent toute contenance. Le silence pesant de la cour devint insupportable. Camille, d'une voix tremblante, désigna Justin. C'est lui qui a commencé avec ses idées impures. Moi, je l'ai seulement suivi. Ses yeux cherchaient à fuir le regard des autres, mais sa main accusatrice pointait sans hésiter. Justin, furieux, répliqua aussitôt « Ce n'est pas vrai. C'est toi qui m'as entraîné. C'est toi qui as parlé le premier de la femme dans le frigo numéro 12. » Sa voix monta dans les aigus, emplie à la fois de peur et de désespoir. Les 2 hommes s'accusèrent mutuellement, leurs paroles s'entremêlant dans une cacophonie de justifications et de mensonges. Tante Eunice, bouleversée, les observait sans dire un mot. Son cœur se serrait de douleur en entendant les horreurs que ces hommes confessaient. Alors que Justin et Camille discutaient encore avec l'aumônier, quelque chose de terrible se produisit. Leurs voix changèrent, leurs regards devinrent vides, et soudain ils se mirent à crier et à danser comme des possédés. La folie les avait envahis. Dans leur délire incontrôlable, ils racontaient à haute voix comment ils avaient profané les cadavres des jeunes femmes à la morgue. Leurs mots, sordides et bruyants, résonnaient comme une confession publique que personne ne leur demandait. Un scandale sans précédent éclata dans la parcelle familiale. Les cris de Justin et Camille attiraient chez les voisins,
qui se massaient déjà autour de la cour pour comprendre ce qui se passait. Tante Eunice, dépassée par la scène, se couvrit le visage de ses mains en pleurant. Elle ne pouvait supporter d'entendre de telles abominations, liées à la mémoire de sa nièce Bibiche. Au même moment, Étienne et Coulibaly revenaient du garage, où ils s'étaient rendus plus tôt dans la journée. En entrant dans la cour, ils découvrirent le chaos. Les deux morgués hurlaient, gesticulaient, révélant leur crime au grand jour. Les frères, paralysés par la peur et la honte, restèrent figés, incapables de calmer la situation. Le pasteur aumônier, choqué mais déterminé, tenta de prier pour faire taire les voix qui tourmentèrent les deux hommes. Mais la folie semblait les dominer totalement. Incapables d'être contenus, Justine et Camille sortirent de la parcelle en courant, continuant de crier dans les rues d'Abidjan, racontant à quiconque voulait les entendre leurs actes impurs commis dans la morgue. La colère remplit le cœur des deux frères, mais ils ne pouvaient rien faire. Une semaine après le scandale provoqué par Justin et Camille, la tension grandit dans la parcelle familiale. Coulibaly et Étienne, aveuglés par la cupidité, commencèrent à menacer leur tante Eunice. Ils lui répétaient sans cesse qu'il fallait coûte que coûte vendre la parcelle de leur père et partager l'argent afin que chacun puisse lancer ses affaires. Leur ton était dur, leur visage fermé par la colère. Tante Eunice, épuisée, se sentait de plus en plus isolée face à leur pression. Accablée, elle prit son téléphone et appela Maître Lambert pour lui expliquer la situation. Elle lui raconta les menaces, les disputes quotidiennes et la volonté acharnée des deux frères de vendre la maison. Le vieil avocat, d'une voix calme mais ferme, lui répondit « Ma sœur, sans le consentement de Simon à Paris, rien ne peut être fait légalement. Ne cédez pas à leurs menaces. » Ces paroles apportèrent un peu de réconfort à Eunice, mais elle savait que les tensions ne disparaîtraient pas aussi facilement. Finalement, après plusieurs échanges, il fut décidé de contacter Simon afin de trouver une solution. Le mari de Bibiche, bien qu'attristé par le souvenir de son épouse, accepta l'idée d'une réunion familiale. Pour faciliter la communication, il proposa qu'elle se tienne sur Zoom. Un jour fut fixé et chacun attendit ce moment avec une inquiétude mêlée d'espoir. 2 jours avant la réunion familiale, tante Eunice annonça à Étienne et Coulibaly que la rencontre se tiendrait par visioconférence sur Zoom. La nuit précédant ce rendez-vous, Coulibaly fit un rêve troublant. Il vit une grande feuille verte sur laquelle apparaissait la photo de sa sœur Bibiche. La feuille se transforma peu à peu, laissant place au visage de Bibiche elle-même qui s'approcha de lui. Dans le rêve, elle lui parla d'une voix claire. « Tu dois confesser ce que toi et ton frère m'avez fait. » Coulibaly se réveilla en sueur, le cœur lourd. Au petit matin bouleversé, il se rendit dans la chambre d'Étienne pour lui raconter son rêve. Mais avant même qu'il n'ouvre la bouche, Étienne prit la parole. Il avait vu exactement la même chose. Le même visage de Bibiche, la même feuille verte, le même ordre d'avouer leurs actes. Les deux frères se figèrent, effrayés par cette coïncidence. Pourtant, ils décidèrent de garder ce secret pour eux, préférant le silence à une humiliation publique. Dans la journée, les préparatifs de la réunion commencèrent. Plusieurs membres de la famille se rassemblèrent. Tante Eunice, un représentant de la famille de Simon, accompagné de son épouse, Maître Lambert, et bien sûr les deux frères. À travers l'écran, Simon apparut en direct de Paris, son visage grave,
La réunion Zoom débuta dans un silence tendu. Maître Lambert prit la parole avec autorité. « Je crois que vous êtes tous là. » D'un geste calme, il ouvrit sa mallette en cuir et sortit les documents Céléa qu'il gardait depuis la mort de Jean Senga. Avant toute lecture, il rappela brièvement les articles de loi concernant les droits de succession et la valeur légale d'un testament. Chacun retenait son souffle. Puis, d'une voix grave, il commença à raconter l'histoire telle qu'elle avait été confiée par Jean Senga lui-même. Jadis, papa Jean Senga était marié à sa femme Émilie. Mais Émilie mourut tragiquement dans un accident, laissant derrière elle une fillette, Bibiche, que vous appeliez tous la belle Bibiche. Après ce drame, Jean Senga, ne pouvant élever seule sa fille, se remaria avec maman Angèle. Cette dernière vint au mariage avec ses 2 garçons, Coulibaly et Étienne. Mais sachez qu'avec Jean Senga, elle n'eut jamais d'enfant. Maître Lambert marqua une pause, puis reprit, concernant la parcelle familiale. Selon le testament, elle appartient à Bibiche, car c'est elle qui, avec ses petites économies envoyées régulièrement depuis l'Europe, a financé l'achat de ce terrain. En vérité, votre père n'a fait que gérer son argent et couvrir les démarches administratives. Ainsi, par ce testament, la maison revient de plein droit à Bibiche et donc à son mari Simon. D'un geste ferme, l'avocat remit tous les papiers aux représentants de Simon et à son épouse, sous les regards abasourdis des 2 frères. La décision était claire, irrévocable. La maison ne leur appartenait pas. Le silence de la salle était si lourd qu'on aurait entendu une épingle tomber. Tante Eunice soupira. Ses yeux se remplirent de larmes de soulagement. Mais au même instant, une voix glaciale résonna dans les oreilles de Coulibaly et Étienne. C'était la voix de Bibiche. « Avouez, avouez ce que vous m'avez fait. Vous ne trouverez jamais la paix tant que la vérité ne sortira pas. » Les 2 frères se regardèrent, effrayés. Leurs mains tremblaient, leurs lèvres balbutiaient. Ils tentèrent de résister, mais les mots sortirent malgré eux. Dans une confession publique et terrible, ils commencèrent à raconter comment ils avaient empoisonné la nourriture de leur sœur. Leurs voix se brisaient, et soudain leurs yeux s'éteignirent. La cécité s'abattit sur eux, comme une condamnation divine. Ils devinrent aveugles devant toute la famille, titubant, criant leur malheur. Le scandale éclata. Les membres présents, horrifiés, se levèrent, certains pleurant, d'autres criant à la justice de Dieu. Dans l'écran, Simon, en direct de Paris, ferma les yeux et murmura une prière. « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Lorsque les aveux éclatèrent, un chaos indescriptible envahit la cour familiale. Les voisins, alertés par les cris, accoururent et se massèrent devant la parcelle. Tous voulaient comprendre ce qui se passait. Coulibaly et Étienne, désormais aveugles, se débattaient comme des hommes perdus. Leurs yeux, vides et laiteux, fixaient le néant. Ils criaient à l'aide, mais leurs paroles se transformaient en gémissements. Tante Eunice, bouleversée, leva les mains vers le ciel. Ses larmes coulaient abondamment tandis qu'elle s'écriait « Seigneur, la vérité a parlé, que ton nom soit glorifié et que ta justice s'accomplisse sur cette terre. » Son cri résonna comme un verdict spirituel. Autour d'elle, certains tombèrent à genoux, priant, d'autres reculaient, effrayés par ce qu'ils venaient de voir. Maître Lambert, lui, resta pétrifié. Il avait vu des héritages brisés des familles, mais jamais il n'avait été témoin d'une telle manifestation. Il se dit intérieurement, « Ceci dépasse les lois des hommes. C'est la loi de Dieu
et du sang qui parle. Sa main serrait encore le dossier, mais son esprit était ailleurs, conscient d'assister à un jugement invisible mais irrévocable. Très vite, la rumeur s'étendit dans le quartier. La police, alertée par les voisins, se présenta pour comprendre la situation. Devant les autorités, Coulibaly et Étienne continuèrent de crier, répétant sans cesse leurs crimes, avouant avoir mis du poison dans la nourriture de leur sœur Bibiche. Ce fut leur condamnation. Leur propre bouche scella leur sort. Les agents les emmenèrent, non sans peine, car ils se débattaient dans leur folie aveugle. Simon, depuis Paris, suivait encore la réunion Zoom. Le visage grave, il parla à toute la famille réunie. « Mes chers, la justice des hommes fera son travail, mais la justice de Dieu a déjà frappé. Bibiche ne reviendra pas, mais sa mémoire est sauvée. La maison qui était la sienne sera préservée. Et moi, je vous le dis, jamais je ne pardonnerai à ceux qui l'ont trahi. C'est Dieu seul qui décidera de leur fin. » Dans le silence qui suivit, tante Eunice se tourna vers le ciel une dernière fois. « Seigneur, reçois l'âme de Bibiche dans ta paix, que sa mort serve de leçon, afin qu'aucune famille ne soit jamais déchirée par l'avidité et la haine. » La cour s'emplit de sanglots et de prières. Ainsi s'acheva le drame de Bibiche la Belle, une histoire de trahison et de vengeance, mais aussi de vérité, où la voix des morts avait brisé le silence des vivants. Coulibaly et Étienne, aveuglés par l'avidité et la jalousie, récoltèrent le fruit amer de leurs propres actes. Ce qu'ils avaient fait dans le secret fut proclamé en plein jour, et leur fin resta marquée par la honte et la folie. Quant à Justin et Camille, les morguillés, leur souillure fut exposée au grand public, rappelant que le mal qu'on fait en cachette finit toujours par être révélé. Mais au milieu de ce chaos, Dieu envoya des témoins de vérité, l'oncle Mamadou, l'aumônier Arthur, maître Lambert et surtout tante Eunice, gardienne infatigable de la mémoire familiale. Grâce à leur courage, l'héritage de Bibiche ne fut pas volé, et son mari Simon trouva une justice, non pas par la force des armes, mais par la puissance de la vérité et du jugement divin. La vie est sacrée, et que toute trahison finit par se retourner contre son auteur. Les morts parlent, d'une manière ou d'une autre, et le sang innocent crie toujours vers le ciel. Quand la famille se divise par l'avidité, elle attire sur elle la malédiction. Mais quand elle reste unie dans la vérité, elle ouvre la porte à la bénédiction. Que chacun retienne, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. La voix de la justice finit toujours par se faire entendre. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Clique sur s'abonner, active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires dès qu'elles sortent. Et à vous, mes abonnés fidèles, merci infiniment. Votre écoute, vos commentaires, vos partages, tout ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup et n'oubliez pas de prier sans cesse. À bientôt!